Je suis QA senior et en ce moment je suis freelance. Petite précision quand même, je vais parler de neurodiversité ce soir et je vais lier un petit peu ça à la tech quand même. J'ai pas de doctorat en psychologie ni rien de tout ça, c'est juste mon expérience personnelle, mes recherches, voilà, et puis aussi des expériences que j'ai pu avoir avec ce genre de profil. Donc voilà, je parle que de mon expérience, mais rien de plus. On va d'abord parler des X-Men. Les X-Men, donc c'est un groupe de super-héros qui a été créé en 1963 par Stan Lee. Ce sont des mutants. Donc ils acquièrent leur pouvoir tout seuls, sans qu'il se passe rien. Ils ont déjà leur pouvoir à la naissance et la plupart du temps, leurs pouvoirs vont se révéler à l'adolescence. Donc c'est le cas de tous ces mutants qui sont là. Quelles sont les caractéristiques des mutants? C'est ce que je disais tout à l'heure. La première chose, leur pouvoir se manifeste en général à la puberté. Les causes sont génétiques. Donc quand on est un mutant, c'est qu'on est un fils de mutant et on est un papa de mutant en général. Leurs aspects physiques sont parfois modifiés, mais pas toujours. Donc il y en a qui passent complètement inaperçus. Si on les regarde, on ne sait pas que c'est des mutants. Ils doivent apprendre à maîtriser leur pouvoir. Parfois ça leur tombe dessus et ils ne savent pas comment s'en sortir. Donc notamment il y a une école qui leur permet de les aider à ça. Parfois leurs pouvoirs peuvent être très proches avec des spécificités. Il y a plein par exemple, il y a plein de mutants qui sont des télépathes. Donc voilà, mais souvent il y a des différences quand même entre eux. Leurs pouvoirs peuvent évoluer dans le temps. Donc ça c'est un truc aussi que j'ai lu sur la fiche Wikipédia. Il y a des mutants, il y a des super mutants, il y a des méga mutants, c'est un peu comme les Dragon Ball, voilà, c'est un peu ce genre-là. Avant de parler de neurodiversité, je vais parler de daltonisme, parce qu'en fait je trouve que c'est hyper parlant pour essayer de comprendre c'est quoi la neurodiversité. En fait c'est un handicap invisible. Certaines personnes ont des caractéristiques différentes dans le nerf optique, qui fait que, bon je ne vais pas faire tout un cours dessus, hein, mais qui fait qu'ils voient le monde différemment. Donc voilà, en plus j'ai cité la phrase qui est en bas, qui est rigolote aussi, parce que ça dit que dans certains cas, les daltoniens sont favorisés dans la vision par rapport aux normaux, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, il y a un petit lien quand même avec les mutants, les super-héros et tout ça. Exemple de daltonisme, il y a plein de types de daltonisme. Il y a les deux pommes du haut, c'est les pommes que nous on voit, et ça en bas, c'est les pommes que les daltoniens voient, selon leur différence qu'ils ont. Voilà. Alors, les daltoniens, quelles sont leurs caractéristiques? Leur pouvoir se manifeste en général à la naissance, donc c'est un peu différent des mutants. Les causes sont en général génétiques, donc il y a une tendance à être daltonien selon l'origine génétique. Donc leur aspect physique n'est pas du tout modifié, on ne voit pas du tout quelqu'un qui est daltonien en le regardant. C'est exactement ce qu'on appelle le handicap invisible. Ils doivent apprendre à maîtriser leur pouvoir. Bah oui, il faut bien qu'ils s'adaptent, qu'ils comprennent qu'ils voient les choses différemment des autres. Leurs pouvoirs sont très proches, pareil, avec des spécificités, et leurs pouvoirs n'évoluent pas dans le temps. Voilà, quelques petites différences avec les mutants donc. Maintenant, on va parler de neurodiversité. Il me reste encore quelques minutes. Une chose très importante à comprendre sur ça, c'est là, il compare les autistes avec les non-autistes. Donc, en fait, on appelle les gens qui n'ont pas de caractéristiques de handicap de ce style-là, on appelle ça les neurotypiques. Et ceux qui ont une forme d'autisme ou d'autres problèmes de ce style-là, c'est des neuroatypiques. D'accord? Donc là, c'est l'exemple entre un autiste et un neurotypique. En fait, ce qu'il faut très important à comprendre, c'est qu'en fait, il y a des différences dans le fonctionnement du cerveau. C'est pareil que les daltoniens, en fait. C'est pas juste le nerf optique, mais c'est tout l'ensemble du cerveau qui fonctionne différemment quand on est atypique, quand on est neuroatypique. Donc on peut diagnostiquer un autiste Asperger rien que par imagerie cérébrale. Okay, donc c'est vraiment très net la façon, ils ont une façon de fonctionner dans leur cerveau très différente. Là, un autre exemple, l'appareil que j'ai trouvé sur internet,
ça montre que le vert, en haut dans l'image, c'est la façon dont on entend. Donc les Asperger, les autistes Asperger ont plus de mal à entendre ou à différencier les sons que les neurotypiques. Et au contraire, sur la partie visuelle, ils s'en sortent beaucoup mieux. Il se passe beaucoup plus de choses dans leur cerveau quand ils utilisent le regard, la vision, tout ça. Donc très grosse différence neurologique, hein, c'est la base de la démo. Donc quelques caractéristiques donc là je fais un focus, donc c'est sur les autistes Asperger. Il y a plein de neurodiversité, notamment il y a les profils 10, donc les plus connus c'est les dysgraphiques, les dyslexiques, tout ça. Il y a les TDAH, il y a les HPI, il y a les autistes de bas niveau, de haut niveau, et dont les Asperger. Voilà, donc dans la caractéristique, je voulais en citer quelques-unes, je ne sais pas si j'aurai le temps de toutes les faire. C'est d'abord, ils ont une façon d'interagir avec les gens qui est différente et parfois handicapante. Ils ont du mal à comprendre notamment le discours implicite et le discours gestuel. Ils ont du mal à gérer ça, mais ils ont aussi un avantage, ce qui est qu'ils disent ce qu'ils pensent la plupart du temps, et ils sont sans filtre. Donc ça c'est quand même intéressant d'interagir avec des gens qui vous disent quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils le disent. Voilà, premier exemple. Ensuite, deuxième exemple, les fameux intérêts restreints chez les autistes Asperger. C'est le fait qu'ils vont se passionner pour des sujets en particulier. Là on voit des insectes, mais c'est souvent des sujets très spécifiques. Ils vont souvent se désintéresser complètement du reste. Ils sont très ciblés dans leurs intérêts. Et du coup, ça fait qu'ils vont devenir des experts sur des sujets en particulier. Donc si vous les lancez sur ces sujets-là, ils peuvent passer des heures à vous raconter plein de choses hyper intéressantes dessus, parce que ça les passionne. Donc voilà, avoir dans les équipes des gens qui sont passionnés et qui connaissent très bien leur métier, si en plus leur intérêt est un lien avec leur profession, c'est tout bénef, ils peuvent vous apprendre plein de choses. Quoi d'autre? Ensuite, j'ai au niveau de l'apprentissage, donc ils ont une façon différente des neurotypiques encore d'apprendre les choses, et parfois ça peut être handicapant. Souvent les autistes Asperger ont un QI au-dessus de la moyenne, ils sont en théorie plus intelligents que la moyenne, mais ils assimilent l'information de façon différente. Parfois, par exemple, ça peut être des lenteurs, on a besoin d'aller plus lentement avec eux qu'avec les autres. Alors que les HPI, c'est tout le contraire, ils vont très vite. Sur ces profils-là, c'est un handicap, mais ça peut être aussi un avantage du fait qu'ils ont une façon d'appréhender le monde différente. Et notamment, ils vont avoir des idées un peu aussi atypiques dans leur façon de fonctionner. Je crois que c'est le dernier, celui-là. C'est une caractéristique aussi très marquée chez les autistes Asperger. La stéréotypie, donc ça veut dire le fait de mal gérer quand il se passe plein de choses en termes de son. Souvent, quand un autiste Asperger comment on appelle ça, il essaye d'avoir une conversation, et en plus il y a du son, il y a de la musique, il y a plein de gens qui parlent autour, il n'y arrive plus. Voilà, sauf que c'est une caractéristique en plus, donc voilà, j'en parle, pas rien de spécial à dire par rapport à nos environnements à nous, mais voilà, j'en parle parce que c'est un point quand même qui est très marqué souvent chez eux. Et qu'est-ce que j'ai encore d'autre à dire? Yes. Ouais, celui-là c'est le dernier, c'est vraiment le dernier. Ils ont un rapport très fort aussi avec l'imaginaire et la fiction. Souvent, des autistes Asperger, notamment chez les filles, vont avoir plus tendance à avoir un monde à eux en termes d'imaginaire. Ils vont s'intéresser aussi aux différents mondes de l'imaginaire, donc la fantasy, la science-fiction, ce genre de choses. Et ils vont être aussi créateurs. Donc il va y avoir beaucoup d'auteurs
qui sont autistes Asperger. Et hop. Alors, les caractéristiques des neuroatypiques. J'ai repris, vous avez vu exactement le même schéma que pour les mutants. Leur pouvoir se manifeste en général à la naissance, ou parfois on peut le détecter plus tard pendant l'enfance. C'est souvent le cas. Après, il y a vraiment beaucoup de degrés. Il y en a qui sont entre neurotypiques et neuroatypiques. Parfois, c'est vraiment à la marge. Donc parfois, on les détecte assez tard quand même. Les causes sont en général génétiques, donc là, il n'y a pas énormément de sources sur cette partie-là. Il y a beaucoup de recherches encore en cours, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais on considère qu'il y a quand même une prévalence en termes de génétique. Leur aspect physique est parfois modifié, mais pas toujours. Parfois, ils sont complètement invisibles, ils se fondent dans la masse, on ne les voit pas du tout. Ils doivent apprendre à maîtriser leur pouvoir, bah oui, forcément, ils sont différents et donc il faut qu'ils s'adaptent au monde dans lequel ils vivent. Ils sont une minorité. En parlant de minorité, on estime les chiffres les plus optimistes disent que 10% de la population serait neuroatypique aujourd'hui. Donc on en détecte de plus en plus, ou il y en a de plus en plus, on ne sait pas trop. Voilà. Et ensuite, leurs pouvoirs sont très proches avec des spécificités. Donc chaque autiste ou chaque neuroatypique est différent. Ils n'ont pas tous les mêmes caractéristiques, ils n'ont pas tous la même façon de fonctionner. Donc ils sont tous différents. On ne peut pas faire des généralités. C'est pas parce que vous avez vu et côtoyé un Asperger que vous pouvez faire des généralités sur le reste. Et enfin, leurs pouvoirs peuvent évoluer dans le temps parce qu'ils peuvent apprendre à s'adapter. Ça demande un effort important pour eux de s'adapter, mais ils y arrivent. Ils arrivent à fonctionner la plupart du temps, les autistes de haut niveau, et ils s'adaptent. Donc c'est pas juste je comprends pas comment les gens fonctionnent, je comprends pas le langage implicite, par exemple. En fait, si, ils peuvent apprendre petit à petit, ils peuvent comprendre les codes et fonctionner de mieux en mieux dans la société dans laquelle ils vivent. Voilà. Un exemple d'équipe avec de la diversité dedans. Il y a des mutants dedans, mais il y a des non-mutants aussi. Je vous laisse trouver lesquels. Il y a même un dieu dedans. Le truc, c'est que moi, ce que j'essaie de démontrer là ce soir, c'est que c'est bien d'avoir de la diversité de tout type, des hommes et des femmes dans une équipe, ça fonctionne mieux. Des gens d'origine différente, ça fonctionne mieux. Si on inclut aussi les neuroatypiques dans les équipes, ça fonctionnera mieux. Vous aurez des équipes encore plus performantes. Voilà, c'est tout. J'ai fait mon intro sur les mutants. Les mutants, il y a toute une histoire sur les bons mutants, les mauvais mutants, etc. Il y a les mauvais mutants qui veulent conquérir la planète. Voilà. Est-ce que, du coup, la question qu'on se pose tous maintenant, c'est est-ce que les autistes et les neuroatypiques vont conquérir le monde? La réponse, c'est déjà fait. Voilà. C'est une question dans le milieu du travail, justement, de t'en parler. Tu conseilles de faire quoi? De parler assez ouvertement autant dans le milieu de, pardon? Du travail. Du travail, ah oui. Tu considères que c'est un truc que tu dois dire à ton employeur quand tu es dans cette situation, que tu dois demander à tes collègues, ou tu peux discuter avec tes collègues, ou c'est quelque chose de l'ordre du privé et puis Je pense qu'il n'y a pas de règle là-dessus. Ouais, je répète la question. Donc, est-ce que dans le milieu du travail, je conseille d'en parler, de faire comme un coming out sur le diagnostic? Ma réponse, c'est que en fait, ça dépend. Je pense qu'il vaut mieux pas trop en parler parce que c'est pas très bien compris. C'est pas juste que tu vas être rejeté ou mis à l'écart, c'est que je pense qu'on ne connaît pas très bien ce genre de profil et il peut y avoir des réactions un peu inconscientes de la part de certaines personnes. Mais non, je pense que c'est plutôt des choses plutôt privées. On en parle quand on a confiance avec les gens qu'on côtoie. Notamment, dans certains cas, on peut en parler avec son manager, par exemple, ou avec une personne de confiance dans l'entreprise pour un peu
avoir un confident et avoir quelqu'un avec qui parler de ce genre de choses dans le cadre du travail. Mais la plupart du temps, non, je pense qu'il vaut mieux pas. Est-ce que toi, tu as déjà dû travailler avec justement des neuroatypiques et tu as senti que potentiellement ils n'avaient pas été diagnostiqués, mais du coup, toi, tu l'as perçu. Est-ce que tu as pu mettre des choses en place pour les aider à mieux s'intégrer, parce que ça facilite leurs conditions de travail? Parce que comme tu l'as dit, c'est assez compliqué pour eux de faire l'effort, surtout s'ils n'en ont pas conscience. Du coup, voilà, est-ce que tu as des pistes? C'est un gros sujet. Moi, j'ai été manager dans des expériences passées. Comme je viens de dire dans la réponse précédente, on n'en parle pas ouvertement. C'est pas, j'ai trois Asperger dans mon équipe. En général, on n'en parle pas comme ça. Donc, par contre, que ce soit des neuroatypiques ou quel que soit le profil avec lequel on travaille, on s'adapte à la personne. On voit comment elle fonctionne, on voit une certaine façon de communiquer. Ça va fonctionner chez certains, chez d'autres ça ne va pas fonctionner. On cherche d'autres façons d'interagir et de faire progresser les gens par rapport à leur capacité. C'est une réponse générale, mais je n'ai pas de tips sur ce genre de profil. C'était justement si tu avais l'occasion justement de travailler avec beaucoup de personnes neuroatypiques, est-ce que toi, dans ton expérience professionnelle, tu as des exemples assez intéressants d'avantages, de moments qui ont pu montrer un peu justement ce que les neuroatypiques ont pu apporter dans le cadre professionnel? Je ne sais pas si tu en as un peu. Non, je n'ai pas d'exemple précis à te donner. Non, désolé.